Vous écoutez News FM. News FM. Bon après-midi. Il est 13h. Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes. Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Eh bien oui, Parents Live, ça y est, bienvenue si vous débarquez sur le 101.2, 13h et 13h le deuxième mercredi du mois, c'est l'émission Parents Live qui balaye tous les sujets liés à la parentalité et toujours en compagnie de Florence. Salut Greg. Tu vas bien ? Ouais, ça roule, super, il fait chaud. Ouais, il fait très chaud même dans le studio. Vous n'êtes pas avec nous là, mais je vous assure, il fait très chaud déjà. Il fait très chaud. Dernière émission de la saison. Et oui, Flo. il paraît, ouais. Ouais, il paraît, ouais. J'ai lu ça dans la presse ce matin. Et ouais, c'est déjà la dernière de la saison 2. Et cette année, malgré le Covid et les divers confinements, couvre-feu, attestations dérogatoires et autres vocabulaires liés à la crise sanitaire, on a réussi, nous, à maintenir notre live mensuel. Et vous avez été au rendez-vous chaque mois pour cette heure et quart, dédiée à la vie de famille sous toutes ses formes. Et on vous en remercie. La caserne de la parentalité, qui est organisée par la Cave de l'Isère, s'est ouverte le 1er juin. Et nous, dans ce cadre-là, on a voulu, dans cet épisode, faire honneur à tous les invités, les particuliers, les pros, les assos de la saison 2, pour mettre en lumière leur expérience et pour vous donner envie d'écouter ou de réécouter les émissions précédentes. Alors que vous soyez parents, grands-parents, beaux-parents, ados, enfants, mais aussi travailleurs sociaux, professionnels du soin ou de la petite enfance, élus, enseignants, vous verrez que chaque sujet abordé offre une perspective singulière et une mine de ressources à retrouver dans l'onglet Kit de survie du nouveau site parentslive.fr. Ouais, vous avez été 63 invités, enfants et adultes, en live, en visio, au téléphone ou en interview, en amont de l'émission, à participer au direct. On vous remerciera d'ailleurs pour vos précieux témoignages, pour avoir eu le courage de prendre la parole, pour avoir permis à d'autres parents aussi de se sentir moins seuls et de trouver des soutiens. Oui, voilà, donc on vous propose une rétrospective sonore de cette année écoulée sur les ondes. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes et plein de bonus sur la médiathèque du site parentslive.fr et sur vos plateformes d'écoute en ligne préférées, Deezer, Spotify, YouTube ou encore Google Podcast. Tout à fait. Ça fait du bien. On va pouvoir attaquer avec en revenant sur ce mois de septembre, je crois, 2020. Et c'était en septembre 2020 qu'on a attaqué la deuxième saison, Flo. Septembre 2020, donc nous on avait passé tout l'été avec Parents Live à interroger des personnes au Parc Paul Mistral et à Saint-Martin-d'Air. Et du coup on a commencé l'année avec l'émission Confinement, déconfinement et vie de famille. On a trouvé que c'était de saison. Et il y a des habitants de Saint-Martin-d'Air qui étaient accompagnés par des professionnels du CCAS qui ont partagé leur vécu du premier confinement, leur vécu de vie de famille, la scolarité, le partage des tâches, le télétravail, la gestion des écrans. Un vrai numéro d'équilibriste, un peu coincé entre c'est cool, on ralentit et puis en fait on se voit trop. Et du coup, dans ce cadre-là, on salue aussi le travail des pros qui ont par maintes façons réussi à maintenir le lien avec les habitants durant cette période délicate. Et on vous fait découvrir trois extraits. Donc Margot, une petite fille, un papa qu'on a interviewé au Parc Paul Mistral, et puis un petit poème qui a été écrit pendant le confinement par une maman qui est d'origine albanaise et qui à chaque fois moi me touche énormément. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite. C'est toujours un peu difficile pendant le corona, mais je préférais vraiment beaucoup plus avant que maintenant. Pendant le corona, il faut se laver encore plus longtemps les mains. Dès qu'on va à l'école, on se fait au moins 8 fois les mains. Aussi, à l'école, c'était moins facile parce qu'il y avait aussi les distances. Au début, c'était un peu difficile. Parce que j'avais pas l'habitude de rester souvent avec les enfants et tout ça. Et à force, on a commencé à se découvrir en fait pendant le confinement. Je commençais à faire connaissance à mes enfants. Parce que je suis souvent en déplacement et tout quand je travaille dans le bâtiment. Et là, je suis resté la première semaine, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé. J'arrivais pas à gérer parce que c'est toujours la maman qui gère tout ça.
Moi, j'ai jamais entendu souvent papa comme ça pendant le confinement. J'ai entendu souvent ça toute la journée, papa, 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 papa. Et pour vous dire, c'est pas facile d'élever des enfants. Mais là, j'avais compris le rôle de la maman. C'est dur. C'est dur déjà le matin pour le petit déjeuner, les faire habiller, les faire leurs devoirs, la sieste, la douche, machin. Et ça veut dire qu'elle avait aucun moment pour se reposer. Et imaginez-vous 3 enfants et tous du bas âge. Alors, je vous dis pas là. Mais ça m'a appris des trucs de toute façon pendant le confinement. Qu'il faut 2 pour élever les enfants, pas 1. C'est mieux. Aider, c'est mieux aussi. Quand tout sera fini, je te ferai un câlin à l'infini. Pas de mots, pas de paroles, juste des battements de cœur et encore. Donc pense et réfléchis quand la tempête sera finie. Il y a très beau ce petit poème à la fin. Et ouais, on s'est marré quand même sur le papa qui découvre ce que c'est être papa à la maison. Voilà, la vie de parents au foyer. La vie de parents au foyer. Excellent, ce témoignage très honnête. C'était donc en septembre, ça, on venait de sortir de l'été et sortir de cette première vague de Covid. Après, on est passé au mois d'octobre, où là, on a approché un sujet sensible, Flo. Ouais, celui de l'accompagnement d'un enfant gravement accidenté ou gravement malade. On avait entendu un pompier, une kiné et puis 2 mères investies dans les associations Little Super Heroes pour les grands brûlés et Locomotive pour les enfants atteints de cancer. Ces 2 mamans, elles étaient accompagnées par leur fille et elles ont évoqué leur parcours. Comment on s'organise en tant que parent pour être auprès de son enfant quand il est malade, quand il est hospitalisé? On peut bénéficier de quelles aides? Quelles sont les répercussions pour la fratrie, le couple? Quel lien on va pouvoir entretenir avec les soignants et comment on va pouvoir revenir à la normale? On écoute Armelle et Anna Maria. Les enfants ont une énergie absolument incroyable et c'est ce qui nous porte. Alors après, je veux dire, dans le ressenti, effectivement, Clara, elle était adolescente, donc elle aurait dû s'envoler. En tout cas, elle était en recherche de son autonomie, de sa prise d'indépendance vers sa vie d'adulte. Et puis d'un seul coup, je veux dire, je l'ai retrouvée blottie dans mes bras parce que physiquement, elle en avait besoin. Elle a été en réa pendant 15 jours, je veux dire, lui faire les massages des jambes, des pieds. Nous, de notre côté, on avait aussi besoin de ce contact avec elle parce qu'à un moment, elle n'était plus consciente et donc c'était un moyen d'entrer en contact avec elle. Donc tout ça, c'est excessivement fort. C'est fort pour l'enfant et c'est très fort aussi pour les parents. Enfin, pour moi, ça a été très, très, très intense, on va dire, dans ces liens. Regardez pas les personnes qui ont eu des accidents. Et si vous les regardez, donnez-les un sourire. Alors voilà, pour précision, donc Clara, la fille d'Armelle, elle est guérie, elle est toujours sous traitement, mais elle est actuellement étudiante. Et elle a fait beaucoup de choses avec sa maman, dont traverser la France en autostop. Vous pourrez l'entendre sur cette expérience pendant l'émission. Et puis Anna Maria, elle a été gravement brûlée et donc elle a subi beaucoup de regards en fait des autres parce qu'elle avait des traces de brûlure sur son corps. Et voilà ce qu'elle recommande. Ne nous regardez pas ou alors si vous nous regardez, faites-nous un sourire. Oui. On continue avec le mois de novembre. Cette fois-ci, le mois de novembre, c'était les pères qui étaient à l'honneur. Oui, on s'est interrogé sur qu'est-ce que c'était être papa aujourd'hui. On a mis les pères à l'honneur. Ils ont parlé de la périnatalité, du congé parental, d'éducation, de transmission, de relations avec les pros, qu'ils soient du médical ou enseignants, de leur vie de couple. Il y a 6 papas qui ont livré leur vision de la paternité, leurs doutes et aussi leur fierté. On va entendre Tony et puis Franck. On reprend le travail assez vite en tant que papa. Moi, pour ma part, j'ai choisi de retarder les 11 jours calendaires, de pas les prendre tout de suite à la suite de l'accouchement. Donc j'ai eu droit vraiment qu'aux 3 jours. C'est vrai que après le retour au travail est assez rude pendant les semaines, voire les mois qui suivent, parce que c'est doublement frustrant en tant que papa de savoir que ton enfant grandit toute la journée sans toi. Et donc on a l'impression effectivement au boulot de pas être à notre place. En plus du coup on n'est pas concentré et du coup on est forcément moins efficace qu'en temps normal. Le soir on rentre, on découvre un enfant qui a appris des nouvelles choses, qui a une nouvelle dent qui a poussé, qui arrête pas d'évoluer. Et on se dit qu'on a raté plein de choses. Et en plus de ça, y a la frustration aussi de la maman
qui elle a l'impression d'être prisonnière avec un enfant qui lui aspire toute son énergie vitale et son temps. Et du coup, voilà, on se retrouve vraiment dans deux extrêmes. Il y aurait certainement des formules plus intelligentes à trouver de manière à mieux répartir cette charge-là, cette responsabilité-là, mais aussi ce plaisir-là. Et je pense vraiment que tout le monde pourrait s'y retrouver, c'est-à-dire y compris côté des employeurs. J'imagine que pour un employeur, c'est beaucoup plus embêtant d'avoir à faire remplacer une maman pendant plusieurs mois, plutôt que de la remplacer simplement pendant quelques semaines et ensuite de l'avoir en congé partiel plus tôt, on va dire, après l'accouchement. Et puis du côté du papa aussi, je pense qu'un congé entre guillemets partiel permettrait au papa de se consacrer complètement dans leur travail plusieurs heures par jour, voire même la journée complète, tout en sachant que derrière il y a une alternance et du coup passer du temps aussi avec son enfant. Voilà, moi, par exemple, sur le partage des tâches dans une famille, dans un couple, ça me paraît complètement naturel. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Et pourtant, je viens d'une culture familiale où c'était encore le patriarcat, où les hommes faisaient les travaux, réparaient les voitures, les travaux de force, toutes ces choses-là. Et les femmes étaient plutôt à la maison, s'occupaient des enfants et de l'intérieur. C'est ce que j'ai vécu en étant petit. Personnellement, je me suis toujours dit que c'était pas ce que je voulais. Pour autant, je suis un petit peu entre les deux, quoi. Ma culture familiale revient quand même un petit peu à la charge parfois, où je ressens le besoin de pas forcément tout le temps passer mon temps avec les enfants parce qu'ils sont à la maison, mais qu'il y a des choses à faire comme, je sais pas moi, entretenir la maison, entretenir les espaces dehors, entretenir les voitures, enfin bref, ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire. Parfois, c'est vrai que du coup, on se dit, mais Flûte, non, il faudrait être un papa qui passe plus de temps avec ses enfants, qui soit plus créatif, qui soit plus maternant. Donc en fait, j'oscille un petit peu entre les deux, et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pas une position simple, quoi. De lutter contre ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a appris, ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on est en capacité de pouvoir donner. Pas toujours simple, ça. Le conditionnement des papas. Ouais. Tony, ministre, on va dire autant président de la République. Je trouve qu'il a un très bon projet autour du congé parental. Quand on a fait l'émission, on ne savait pas encore que le congé parental, que le congé deuxième parent passerait de 14 à 28 jours. À partir du 1er juillet, en tant que papa, vous pouvez demander 28 jours à votre employeur quand votre compagne accouche, ou quand vous accueillez votre bébé, parce que c'est possible aussi pour les personnes qui adoptent des enfants. Et du coup, on vous l'a dit plusieurs fois, la question de la paternité, c'est un peu un fil rouge à Parents Live cette année, puis pour les années à venir aussi, je pense. On a créé donc une exposition multimédia et participative qui s'appelle La Place des Pères, qui regroupe des portraits de pères et des vidéos de témoignages. Elle est actuellement à la Cité des Familles de la Cave de l'Isère, donc en centre-ville, 3 rue de Belgrade, à côté du parking Philippeville. Et vous pouvez la voir jusqu'au 30 juin. Et elle va ensuite tourner dans plusieurs structures de l'agglomération et même ailleurs pendant au moins une petite année, justement pour se questionner avec vous, les pros, les entreprises et les papas et les mamans sur c'est quoi être papa et comment on aborde les questions de coparentalité et de parité. Voilà, vaste sujet, vaste programme. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si la question vous intéresse. Et puis, il y a une visio-conférence débat ce vendredi. C'est bien ça? Ouais, vendredi, donc c'est toujours la Cave de l'Isère qui l'organise dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Il y a une conférence débat en visio avec le docteur Patrick Bensoussan, dont l'intitulé est « Les pères sont-ils des femmes comme les autres ?» Les mères. Sont-ils... Ça y est, on mélange tout. Les pères sont-ils des mères comme les autres? Et c'est entre 18h et 20h en visio. Et puis, on vous mettra dans le descriptif de l'épisode le formulaire d'inscription si ça vous intéresse. Yes.
En décembre, maintenant, décembre 2020, on allait finir cette année un peu bizarre, cette funeste année 2020. Et là, cette fois-ci, c'était un autre sujet sensible qui est pas souvent abordé, je trouve, dans les médias et dont on a bien fait de parler, Florence, puisqu'il s'agit de la parentalité à travers les barreaux. Oui, comment on est parent quand on est incarcéré et comment, en tant qu'enfant, on garde le lien avec son ou ses parents quand ils sont en prison. Moi, ce qui a été super intéressant sur cette émission, c'est qu'en fait, je ne m'étais pas interrogée sur pourquoi et comment maintenir le lien enfant-parent dans cette situation-là particulière. Et en fait, on a eu beaucoup d'échanges sur comment ça permet pour les personnes incarcérées de faciliter la réintégration sociale à la sortie, comment ça les aide au moment de l'incarcération et comment, pour les enfants, même si les visites ne sont pas toujours régulières, ça leur permet vraiment de grandir tout en prenant en compte la réalité de leurs parents. Donc on a eu des proches, des enfants et des personnes incarcérées qui nous ont expliqué en quoi le fait de maintenir un lien avec leurs proches, ça les a aidés pendant l'incarcération. Et puis on a eu aussi les bénévoles de l'association Relais Enfants Parents Isère qui, eux, accompagnent des enfants au parloir et qui ont témoigné de leur engagement. On va écouter donc 2 personnes. La première, c'est une maman dont le fils a été accompagné par le relais et dont l'ex-compagnon était incarcéré. Et le deuxième, c'est une jeune fille dont les parents étaient incarcérés et qui a été aussi accompagnée par les bénévoles du relais. Ce qui est important, c'est que quoi que puisse commettre le parent, ça reste un parent. Un papa qui était en plus très aimant, très présent avant. Mais du coup, ce qui est important, c'est que ça reste le père, même si l'image est dégradée, ou c'est le papa, et c'est bien de rester en lien. Moi, il se trouve que le papa, donc avant, était un super papa et plein d'amour pour ses enfants. Je pense aussi très important, ça, pour grandir, pour bien grandir, se sentir aimé. Et même si le parent est incarcéré, il ne peut pas prouver cet amour au quotidien, mais au moins de se voir régulièrement, pouvoir se dire qu'on s'aime, quand le papa prend son fils dans les bras, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi tout ce sentiment d'amour qui est là, même s'ils sont pas peut-être, c'est pas facile de le dire, en plus en présence d'une tierce personne, mais je pense que c'est vraiment tellement important d'avoir de l'amour pour se construire, pour grandir. Le fait de le voir tout au long des années, ça permet aussi d'avoir une image réelle, d'échanger et de voir que tout n'est pas rose. Je vois maintenant, au bout de quelques années d'accompagnement, que les enfants puissent continuer à voir leur père. Je pense que c'est vraiment important pour avoir cette image plus réaliste de ce qu'il est, pas seulement une mauvaise personne, ça reste un papa. Ça aurait été vraiment difficile, je le dis avec le recul, pour mon fils de pas voir son père parce que ça serait resté sur une image d'avant, quelque chose de très flou. Il faut mieux se construire avec des visites, une relation maintenue. Moi, j'aimais bien aller à mes parents parce que je voyais mes parents. Donc ça me rendait pas forcément mal après, ou ça me rendait plutôt joyeuse après. Ça m'a jamais rendu forcément mal. Tu leur parlais de quoi, tes parents, par exemple ? Moi, je leur parlais pas de mes problèmes parce que j'estimais que ils étaient déjà mal en prison, ils avaient déjà assez de problèmes. Donc je leur racontais pas mes problèmes, mais je leur racontais ce que j'avais fait, ou comme quand on s'appelle au téléphone, on dit ça va, tu fais quoi Et c'était comment de partager le temps avec ta sœur ? En fait, ça dépendait des jours, parce qu'il y avait des jours où, par exemple, ma mère était plus proche de ma sœur, ou ma mère était plus proche de moi, ou mon père était plus proche de moi ou de ma sœur. Ça dépendait, mais ça a plus souvent été qu'on soit proches tous les trois. Il y a très bon ces témoignages. Ouais, c'est là qu'on se rend compte, on se dit en fait, les enfants, ils vont aller en parloir, ils vont être en prison, ça va être choquant pour eux. Et en fait, c'est quand c'est eux qui le souhaitent et qui sont bien accompagnés, au contraire, ça les aide vraiment à grandir. Et donc, le but de l'association Relais Enfants Parents Isère, c'est de pallier en fait aux difficultés que peuvent avoir le parent qui est dehors à accompagner ses enfants au parloir, soit par manque d'argent, soit à cause de la distance, soit parce qu'il y a un conflit et du coup les deux parents ne souhaitent pas être en contact ou ne peuvent pas être en contact suite à une décision de justice.
Et juste pour préciser, on a parlé en octobre donc, des 2 associations, Little Super Heroes et Locomotive. Donc, c'est des associations qui accompagnent les familles et les fratries quand il y a une personne soit qui est gravement brûlée, soit qui est atteinte de cancer. Et vous pouvez tout à fait les contacter. Ils proposent une diversité de soutiens, à la fois individuel et à la fois collectif. Très bien. Et puis, on a attaqué la nouvelle année 2021 en faisant des maths en janvier. Voilà, puisque cette fois-ci, on s'intéressait à la vie de famille avec des jumeaux. Oh là 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 là. Il y a du monde à la maison en une fois, là. Clac. Ouais, c'est ça. 1 + 1 = 4 en famille avec des jumeaux. On a accueilli l'association Jumeaux et Plus 38 qui, elle, de même, accompagne les familles de l'annonce à la grossesse à toute la vie des jumeaux, puisqu'il y a des parents qui sont adhérents et qui ont des jumeaux qui sont maintenant adultes. Elle fait aussi de la location, à prix moindre de matériel de puériculture pour les jumeaux. Et on a eu donc 6 parents qui nous ont parlé de l'annonce, de la grossesse, de l'organisation au quotidien, des premières années, forcément de la fatigue, des soutiens nécessaires, indispensables. Pour moi, ça a été un épisode très très sensible sur la période de la petite enfance et franchement, ça peut servir à tous les futurs et jeunes parents, même ceux qui n'attendent pas des jumeaux, parce que ça permet de se prémunir de certaines choses qui arrivent et quand on les a pas anticipées, ça fait un peu mal. Les erreurs que j'ai commises au départ, c'est d'une part d'avoir pensé que je courais un sprint, alors que clairement c'était un marathon. Non, les enfants ne font pas leur nuit au bout de 3 mois et ensuite ça va. Moi j'ai dormi des nuits entières 2 ans et demi après avoir accouché. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de mettre la barre trop haut. Moi je pensais que je serais une maman cool, je sortirais avec mes bébés en écharpe. Bon, j'ai jamais su faire un nœud au final et j'ai réussi à m'extraire seule avec eux dans la poussette double au bout de 7 semaines, je crois. J'ai mis du temps à renoncer à être la mère que j'avais rêvé d'être. J'ai eu besoin d'une psychologue pour y renoncer et me contenter de ce que j'étais. Comme dit le psychologue Winnicott, une mère suffisamment bonne, ce qui est déjà pas mal. J'ai mis plusieurs mois à la naissance à me défaire de cette culpabilité de ne pas être parfaite. Mais bon, c'est un chemin difficile. Au bout de 5 ans, je dois encore parfois m'en convaincre. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On en a besoin, il faut demander de l'aide à la famille, aux amis, aux psychologues. Je crois aussi qu'il est nécessaire de ne pas rester seul, de fréquenter la PMI, les lieux d'accueil parents-enfants, l'association Jumeaux et Plus pour échanger, pour soutenir. Moi, les premiers mois, ça m'a sauvée de faire partie de Jumeaux et Plus. Personnellement, moi j'ai fait le choix de me former, de me faire accompagner par des coachs en parentalité de manière individuelle ou collective. Moi ça m'aide à cheminer, je crois pas du tout à l'instinct, je crois pas au bon sens qui nous ferait spontanément faire les meilleurs choix, avoir les meilleures attitudes. Pour moi être parent ça s'apprend. Alors c'est pas confortable mais bon, je crois pas qu'être parent c'est confortable. Mais en tout cas c'est une richesse fabuleuse et un super challenge. Annabelle, les difficultés, elle les a bien soulignées. Elle n'a pas hésité à les assumer, du coup, aussi. Ouais. En demandant de l'aide et tout. C'est important d'entendre ce témoignage aussi. Annabelle, on ne l'entend pas tout à fait, mais elle avait quasiment plus de voix et on a vraiment hésité à faire l'interview. En fait, elle s'est enregistrée avec son téléphone, ce qui fait qu'il y a un peu qu'il y a une qualité de son un peu particulière. Mais en tout cas, je la remercie vraiment parce que pour moi, c'est le cœur de Parents Live de dire ça. Être parent, c'est pas toujours confortable et c'est pas toujours que du bonheur. C'est important de se le dire. C'est important de le dire aussi publiquement, de pas forcément le garder pour soi. Et puis, il y a une chose qui est vraiment importante, elle dit de chercher de l'aide, de chercher des soutiens et de pas croire qu'on est la seule ou le seul à vivre et à ressentir les choses de cette façon-là. C'est un tsunami d'avoir des petits. Et du coup, des fois, on a besoin de bouée. Après, on passe au mois de février où cette fois-ci, c'était un sujet tout aussi intéressant. Enfin, comme d'habitude, tous les mois, on a un sujet intéressant de façon, Flo. Alors là, il s'agissait de l'hypersensibilité chez les enfants. Et chez leurs parents aussi. Et chez les parents. C'était assez étonnant parce que moi, je pensais parler à des parents d'enfants hypersensibles et puis je me suis rendu compte que je parlais aussi de parents qui étaient eux-mêmes hypersensible. Et il y a même une maman qui a découvert son hypersensibilité en faisant en relisant et en préparant des choses pour l'émission. Bref, c'était assez drôle. Donc on a reçu 3 mamans et il y avait aussi 2 professionnels, donc Delphine Charrière qui est sophrologue et qui fait un accompagnement super individualisé pour les enfants qui sont hypersensibles, mais pas que. On vous encourage à visiter son site si d'aventure vous en auriez besoin.
Dans cet épisode, on a découvert les caractéristiques de ce tempérament qui est l'hypersensibilité, comment on la repère, comment on l'accompagne au quotidien et vers quel professionnel on peut se tourner sur l'agglo. On a une des mamans qui a participé qui nous a ouvert son carnet d'adresses et qui nous a dit avec qui elle avait travaillé, avec qui ça avait marché pour aider son fils de 10 ans. Et du coup, tout ça, c'est dans le descriptif de l'épisode. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller piocher. Donc, on va entendre une maman sur qu'est-ce que c'est pour elle d'avoir un enfant hypersensible. L'erreur qu'on pourrait faire, c'est dire à l'enfant qu'il arrête sa comédie, que ça suffit, qu'il faut qu'il s'endurcisse. Parce que, par exemple, quand ma fille était en maternelle, c'est ce que son directeur d'école lui a dit. Donc, vraiment pas croire que c'est de la fainéantise, que c'est de la comédie. Il faut être à leur écoute. Et ne pas hésiter à les emmener voir des professionnels parce que quand on découvre l'hypersensibilité de son enfant, au départ on est démuni parce que on peut ne pas comprendre son enfant. Ils ont des réactions qui sont vraiment démesurées, disproportionnées et parfois on les comprend pas. Le fait de mettre des mots sur leurs difficultés, moi c'est à partir de ce moment-là où ma fille elle a commencé à aller mieux. On a commencé à lui dire bah écoute voilà, tu es hypersensible, c'est pour ça que tu ressens ça, c'est pour ça que tu ressens ceci, tu es au potentiel, donc voilà, tu as des inquiétudes qui ne sont pas de ton âge et ça t'angoisse. Déjà, reconnaître la souffrance de l'enfant, pour moi, c'est primordial. Je pense que ça fait partie de leur thérapie. Avoir un enfant atypique, c'est sympa aussi, parce que c'est des enfants qui ont quand même beaucoup de qualités, hein. Ils sont en fait très empathiques, ils ont une façon de percevoir le monde alors qui est très subtil. En fait, ils l'analysent pas vraiment comme des enfants de leur âge. Ils ont quand même une maturité par rapport aux autres enfants, c'est assez perturbant. Ils prêtent beaucoup attention à l'implicite, en fait, à la communication non verbale. Ils sont toujours dans l'observation et c'est des enfants aussi qui absorbent beaucoup les émotions des autres. Donc ah, d'accord. Ouais. Donc, voilà, elle sera la surprise pour tous ceux qui veulent aller découvrir la fin de ce témoignage. Parentslive.fr dans les podcasts. Non, mais moi, j'ai été lancée, je me disais, d'accord, non, mais tout va bien. Donc, des enfants qui absorbent beaucoup les émotions et qui, du coup, en ont aussi des fortement intenses. Et cette maman, elle nous dit bien qu'au quotidien, pour elle, c'est plus une chance qu'un frein. Et puis voilà, à retrouver donc sur parentslive.fr avec les podcasts où vous aurez la suite déjà de ce témoignage. Et puis surtout intéressant de voir comment une maman qui est venue témoigner s'est rendue compte en préparant l'émission qu'elle était hypersensible aussi, alors qu'elle venait parler de son fils. Elle voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parentslive.fr les amis. On va se faire une petite pause musicale si tu veux bien, Flo. Et on se retrouve juste après ? Non. Ah bon, alors on continue. Bon allez, c'est parti. Allez, une petite pause musicale et on revient juste après pour cette dernière part en live de la saison. Et c'est un petit best-of, une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé. Restez avec nous, on revient juste après ça. C'est Gwen McRae avec All This Love That I'm Giving. Ouh, je suis presque arrivé d'un coup. Giving my
News FM. Eh bien, News FM, on est revenu à l'antenne pour Parents Live numéro 16, Flo. Et on a dit qu'on faisait une rétrospective. C'est bien ça? C'est ça, enfin un petit best-of des émissions de la saison 2, donc depuis septembre 2020. Yes, et on s'était arrêté au mois de février, là, je crois, juste avant la pause. Cette fois-ci, on va partir du côté du mois de mars et on va partir du côté d'essayer de concilier la vie pro avec la vie familiale. Avec la vie familiale et le reste. Et donc, vélo, boulot, marmot, barbeau. C'est les marmots qui te barbent, c'est les barbeaux, quoi. Lapsus. Donc, vélo, boulot, marmot, on tente de concilier vie professionnelle, vie familiale et le reste. Et franchement, on a eu beau tourner dans tous les sens les choses, c'est pas facile. Donc, on a besoin de prendre l'air et en même temps, on culpabilise, on télétravaille, donc on est tout le temps chez soi, mais on travaille en même temps. Des fois, on a une double activité, on peut reprendre ses études. Donc, les invités, ils nous ont raconté, eux, comment ils jonglent au quotidien pour trouver un équilibre. Et ils nous ont aussi rappelé que l'expérience de la parentalité, on peut la capitaliser comme un atout auprès de nos employeurs. Donc, on entendra Irène qui nous l'explique tout à l'heure dans le témoignage qu'on a retenu. Et on a découvert dans cette émission le projet Work Like a Mum, justement qui vise à valoriser la parentalité dans les entreprises et à faciliter la conciliation vie pro, vie familiale. On a découvert aussi la slow pédagogie avec Méline et son projet L'Ébularium, qui permet aux enfants d'avoir une expérience créative et ludique artistique et qui développe aussi une façon de penser l'éducation plus slow. Et puis enfin, on a aussi découvert un accompagnement sensible autour de la périnatalité avec Mélissa et Florent qui ont créé l'accompagnement et le site Présence Créative. Donc on va écouter Irène qui lui nous explique comment, à la suite d'une carrière professionnelle plutôt dense et importante, elle est passée au stade Working Mum. Je me suis posé plein de questions sur comment concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Ma volonté était d'avoir des enfants et de leur donner tout le temps qu'ils méritent. J'ai commencé une nouvelle vie de maman à temps plein. Au fil des semaines et des mois, je me suis rendu compte du fait que c'était extrêmement difficile. Le changement radical que j'avais fait d'une vie professionnelle très active à une vie de maman au rythme de son bébé, c'était, comme on dit, un grand moment de solitude. Et j'étais frappée des phrases comme ça que j'ai captées à droite à gauche. Une maman qui s'est présentée, elle a dit « J'étais architecte au passé et maintenant je suis maman ». Le fait de devenir maman lui aurait retiré ses diplômes, lui aurait retiré tout ce pour lequel elle s'était battue depuis ses études et tous les sacrifices qu'on fait pour avoir une vie professionnelle épanouie et tout. Et ça m'a travaillé. Et je me souviens très bien d'une réunion dans laquelle, à la Cité des Familles, on devait se présenter et dire si on était professionnel ou maman. Et ça m'avait franchement choquée. Pourquoi doit-on choisir si être professionnel ou maman? Il y a une partie de nous qui était sous-exploitée, entre guillemets, avant de devenir parent. On trouve en soi des ressources, on trouve en soi des leviers. Vraiment, on développe un tas de compétences dont on ne se rend même pas compte, mais qui sont complètement transférables sur le milieu professionnel et qui sont une vraie force. Et il faut arrêter de penser à la parentalité comme une faiblesse vis-à-vis de son employabilité et de son efficacité professionnelle. Donc voilà, le message d'Irène, moi je le trouve hyper intéressant parce qu'en fait on a plutôt l'impression qu'on perd quelque chose dans sa vie professionnelle en devenant parent. Et elle dit non, c'est l'inverse en fait. On apprend à anticiper, on apprend à s'organiser, on apprend à vivre avec moins de sommeil, on apprend à se dépasser aussi, peut-être à avoir plus d'endurance, en tout cas pour certains parents. Donc voilà, c'était si vous avez envie de découvrir le projet Work Like a Mum, vous allez sur leur site internet et vous verrez un peu comment ces mamans elles se sont organisées à la fois pour vivre leur congé parental d'une façon plus chouette pour elles, plus en contact et plus en lien avec leurs valeurs, et puis comment elles ont pu réintégrer le milieu professionnel et puis ensuite concilier vie pro, vie familiale. Voilà, et dans cet épisode aussi, je le rappelle, mais on a parlé des grands-parents et du soutien énorme qu'ils pouvaient avoir dans certaines familles. Et moi, je tiens à remercier les grands-parents qui s'engagent auprès de leurs petits-enfants
justement pour que les parents puissent aussi avoir un peu plus de temps libre et puis mieux équilibrer les différentes sphères de leur vie. Yes. Ensuite, on était au mois d'avril où là, on s'est intéressé à un sujet aussi vaste que compliqué et que sensible, puisqu'il s'agissait du racisme systémique, des discriminations avec les parents, enfants aussi, toujours. Et oui, en fait, on s'est attaqué à un sujet, on a un peu mis les pieds dans le plat. Moi, j'avais envie de dire en fait ce qu'il en était du vécu de personnes, parce que j'entendais des gens qui disaient c'est du racisme, mais ils n'osaient pas le dire. Et à un moment donné, si on peut le dire, on est encore dans une société où il y a des inégalités, et certaines qui sont liées au racisme systémique. Quand on parle de racisme systémique, on ne dit pas les comportements individuels racistes, mais bien un système qui fait en sorte qu'il y a des inégalités et des discriminations pour les personnes quand elles ont une origine supposée étrangère. Avec nous, il y avait donc une maman de l'Université populaire des parents d'Échirolles. Il y avait une personne qui fait partie de l'action de groupe Marum et Droit, qui lutte contre la fin des contrôles aux faciès. Et puis on avait aussi quatre jeunes JAD, qui sont les jeunes ambassadeurs des droits et de l'égalité, qui sont pilotés par le défenseur des droits et qui sont en service civique avec l'association Unicité. Et donc on a vraiment découvert pour moi une réalité qui est trop souvent niée, celle d'inégalités qui sont criantes. Et vraiment, moi je salue l'engagement de ces parents, de ces jeunes, pour faire bouger les lignes sur un sujet vraiment qui est au quotidien pour eux et qui peut être très très vite plombant et décourageant. C'était un cours de français, donc on faisait des exposés. Donc, la prof a elle-même choisi les thèmes. Et en fait, du coup, moi, c'était faire un exposé sur un pays. Du coup, j'ai choisi un de mes pays d'origine, donc l'Algérie. Comme tout exposé, donc je l'ai fait devant toute la classe. Et en fait, à la fin, la réflexion de la prof a été de dire mais pourquoi vous retournez pas dans votre pays ? Alors voilà, du coup, sur le coup, je l'ai mal pris. Après, tout le monde a un peu réagi, mais moi, du coup, je lui ai dit comment ça ? Parce que pour moi, je suis dans mon pays. Enfin, j'ai des origines, oui, mais bon, je suis née ici, j'ai des origines françaises. Et donc, elle a essayé un peu de se défendre comme elle pouvait, mais après, elle a rebondi en me disant, parce qu'elle posait des questions, en me disant, oui, mais bon, peut-être parce que dans votre pays, vous n'avez pas autant de ressources qu'ici. Voilà, je pense que tout est dit. Voilà, c'est exactement le commentaire que j'allais faire. Voilà. Ouais, non, mais c'est trop souvent commun, ça passe trop souvent comme ça, quoi. Oui, puis c'est difficile de se défendre parce que mais c'est pas tout le temps, c'était pour rire, ou des choses comme ça. Et puis il est en classe en plus sur le truc avec tout le monde, machin. Ouais. Donc c'est pas drôle. Oui, c'est à dénoncer. Il y avait aussi, là on parle donc de discrimination et de racisme au sein de la classe. Il y a eu beaucoup de choses aussi autour du racisme lié aux entreprises, notamment quand on arrive en stage, en fait. La période de 3e, c'est vraiment là où ça va se cristalliser, où les entreprises vont refuser de prendre des personnes qui sont issues de certains quartiers, qui ont des origines étrangères, ou supposées étrangères. Et du coup, là, la cassure se fait très, très vite. Et il y a vraiment 2 textes qui montrent ça. Un qui a été écrit par l'Éducation nationale et l'autre par le Défenseur des droits, qui pointent, qui chiffrent et qui donnent des pistes justement pour lutter contre le racisme systémique et les discriminations. Et puis il faut savoir aussi que qu'on a tous des stéréotypes en fait, et que les stéréotypes c'est pas forcément du racisme, ça devient du racisme quand ça devient des préjugés, puis quand ça devient des discriminations. Un stéréotype, c'est une façon de penser c'est un raccourci pour notre cerveau pour pouvoir mettre les choses dans les cases et réfléchir vite. Un préjugé, c'est quand on va, grâce à ces stéréotypes, de par ces stéréotypes, on commence à émettre des jugements sur les personnes. Voilà. Et quand il y a des actes, ça veut dire qu'on passe dans la discrimination. Et du coup, il faut aussi assumer que toute personne a des stéréotypes. Et que quand on va voir une personne racisée, on va peut-être pouvoir avoir un stéréotype qui vient faire écran. C'est pas pour ça qu'on est raciste, mais ça arrive. Et il y a des personnes qui sont racisées qui expliquaient aussi que les stéréotypes, c'est aussi stressant pour eux, parce que du coup, pour ne pas correspondre aux stéréotypes, ils se mettent vachement la pression. Notamment des personnes noires qui vont dire moi je vais jamais être en retard parce que si je suis en retard, on va dire que c'est parce que je suis noire. Parce que par exemple en tant que personne noire, je suis tout de suite catégorisée dans quelque chose où
où j'aurais pas le droit d'être un individu en fait. Je fais forcément partie d'une catégorie de personnes. C'est l'effet licorne en fait. On n'a pas le droit d'être un individu. Ouais. On est juste quelqu'un qui correspond aux stéréotypes de la personne qu'on a en face. Et puis les stéréotypes qui concernent tout le monde, j'ai envie de dire. Aussi. Non mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut pas s'affoler si on a des stéréotypes. C'est juste qu'après il faut les interroger, puis surtout que ça ne devienne pas des préjugés puis des discriminations. Mais les stéréotypes ils sont inhérents au fonctionnement du cerveau humain en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est normal d'en avoir. Et puis, si la question vous intéresse et si vous avez envie de pousser plus loin, moi je vous recommanderais 3 podcasts. Donc le podcast de Binge 2 qui s'appelle Kif Taras, où il y a Rokhaya Diallo et Grassley qui déconstruisent les questions de racisme systémique. Un autre podcast qui s'appelle Les enfants et du bruit et de l'odeur et qui pointe vraiment les questions de parentalité et de racisme. Donc, c'est 2 mamans qui interrogent différentes personnes, soit des parents, soit des chercheurs, soit des personnalités sur cette question-là. C'est là que moi, j'ai appris qu'il y a des enfants noirs qui veulent pas manger de bananes en fait en public parce qu'ils ont trop peur qu'on les traite de singes. Et ça, c'est en 2020. Donc, soit ils les coupent, soit ils les mangent pas. Ouais. Bon bref, mais des choses comme ça moi qui m'ont frappée. Et puis le dernier que j'ai écouté il y a pas longtemps qui s'adresse là aux personnes blanches qui s'appelle Semblant de rien et c'est 3 Belges qui ont enquêté justement sur cette question du racisme systémique et comment en tant que personne non racisée, en tant que personne blanche, on peut être un allié des personnes racisées. Voilà, c'était le petit point Parents Live, parentalité et racisme systémique. Yes. Et puis ça nous a amené tout doucement jusqu'au mois de mai où cette fois-ci, on avait un sujet consacré au deuil. Oui, alors c'est un sujet qui nous a été proposé par une personne qui était intervenue sur l'émission Jumeaux et Plus. Et l'idée, c'était comment on apprivoise l'absence dans les situations de deuil précoce. Donc qu'on soit un enfant, donc qu'on soit orphelin de père ou de mère, ou qu'on soit un adulte, donc qu'on soit veuf ou veuf de notre conjoint. Et là, on a vraiment croisé donc, le regard des personnes qui vivent le deuil, de celles qui l'accompagnent et celles qui l'étudient. Donc, on avait 2 invités, une personne veuve et une personne orpheline de sa maman. Elles nous ont expliqué comment elles ont vécu les premiers mois, comment elles ont ensuite rebondi et comment, finalement, cet événement, ce deuil, est vraiment constitutif aujourd'hui de leur identité. C'est une émission vraiment où on peut suivre ce parcours de l'effondrement à la renaissance et puis du coup c'était vraiment validé et complété par les témoignages par les interventions de Jérôme et de Martin qui sont chercheurs qui étudient les processus de deuil et puis aussi les conséquences du deuil précoce sur les apprentissages pour les élèves. Et qui sont du coup venus corroborer et compléter les témoignages des 2 personnes. Et puis on avait aussi la présence du pôle travail social de la CAF, donc 2 assistantes sociales, qui sont venues nous expliquer comment elles proposent un soutien et un accompagnement dans les situations de deuil. Alors les premiers mois ont été très difficiles. Moi j'étais dévastée, j'étais à vif, j'étais en colère, j'avais perdu mon compagnon de vie avec qui j'avais passé près de la moitié de mon existence. On s'était rencontrés au travail, on avait travaillé 20 ans ensemble, on avait eu 2 enfants ensemble, on se voyait beaucoup. Donc du jour au lendemain, il n'était plus là. Je me suis sentie submergée, ça a été une douleur encore vive aujourd'hui. Et je pense que ce qui a été très vif à nouveau dans cette période-là, ça a été un sentiment d'avoir envie de la rejoindre, donc d'avoir envie de mourir à mon tour et une perte complète de vitalité. J'ai vraiment eu l'impression à un moment que j'allais pas pouvoir survivre sans elle, que j'allais pas pouvoir survivre cette douleur. Donc voilà, si vous voulez connaître la suite, le super teasing, vous écoutez l'émission Parents Live numéro 15, Apprivoiser l'absence sur le deuil précoce. On vous rassure, pour Claudine et Camille, les choses ont évolué. Et pour qu'elles puissent en parler, c'est aussi un signe que ça a fait son chemin dans leur vie, dans leur tête. Autour de la question du deuil, il y a la CAF, toujours dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, qui organise en visio la diffusion du film « Et je choisis de vivre ». Donc c'est un film sur le deuil périnatal. Et c'est demain, le jeudi 10 juin, entre 18h et 20h. Pareil, on vous mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Et puis je vais le mettre aussi sur le Facebook. Je vais le rappeler sur le Facebook. Donc, et c'est ouvert à tous. Yes. Merci Flo.
On arrive à la fin de cette rétrospective, de ce best-of, parce qu'on était au mois de mai. Du coup, mois de juin, c'est là, on est là au mois de juin. Voilà, on avait décidé de faire ça, Flo. Ça va être l'heure de se quitter, hein, après cette saison bien remplie, bien chargée. Ouais, franchement. Quand même. Ouais, c'était dense. Enfin, quand on fait ce genre d'exercice, c'est un peu le yo-yo, quoi. On passe de trucs qui donnent plein d'énergie aux trucs beaucoup plus plombants, aux trucs qui posent question. Mais en tout cas, c'est ça, Parents Live, c'est aussi faire en sorte de donner à voir la complexité, la richesse de la vie de famille, se dire que, on l'a dit, hein, c'est pas que du bonheur, c'est pas toujours rose, mais plus on en parle et mieux ça va. Je suis d'accord. Et puis d'ailleurs, bravo à toi pour tout ce travail effectué de recueil de témoignages et de montage d'émissions derrière. Voilà, ça c'était le petit mot perso. Je le dis à l'antenne devant tout le monde. Merci à toi, Greg, parce que du coup, vraiment, voilà, tu me boostes, et le fait de savoir que je vais être entre les mains d'un pro pour mener à bien ce projet-là depuis 1 an et demi, c'est indispensable. Trêve de fleurs, merci. Mais la vie est un champ de violettes, disons-le. Oh, c'est beau, j'adore. Ok. Pour conclure, ma Flo. Eh ben ouais, on a une actualité quand même à Parents Live, c'est l'été, mais nous on part pas en vacances, en tout cas pas tout de suite. Donc déjà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter pour une interview si vous souhaitez compléter les témoignages ou donner un autre point de vue sur les thèmes abordés lors des émissions. Ça fait des super bonus pour chacune des émissions en fait. Donc vraiment, sentez-vous libre, que ce soit par écrit ou au micro, de compléter ces témoignages. Et puis, on a une grande et une bonne nouvelle, c'est que notre nouveau site est enfin en ligne. Oh. Ouais, bravo, on est trop contents. Donc ce site-là, vous pourrez y découvrir de nouvelles fonctionnalités, notamment autour de la médiathèque virtuelle, dans laquelle on pourra chercher des contenus en fonction de leur format, donc podcast, photos, vidéos, en fonction aussi des thématiques, donc le deuil, concilier vie familiale, le racisme, etc. Et puis, comme d'habitude, hein, je le redis peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais tous ces contenus qui sont sur le site parentslive.fr, ils sont en libre accès. Ça veut dire que dans votre entreprise, dans votre association, dans votre famille, si jamais vous avez envie d'aborder un sujet, puis vous vous dites, ce serait bien qu'on regarde une petite vidéo pour détendre l'atmosphère et puis pour lancer le débat, allez fouiller, parce qu'il y a forcément quelque chose qui pourra correspondre au sujet que vous avez envie d'aborder. Et puis si la vidéo, elle n'existe pas, vous nous appelez, puis on la crée. Il y a aussi, donc, dans ce nouveau site, une page qui est dédiée au partage d'initiatives, à savoir des choses qui sont faites par des parents pour des parents. Comme on le dit à Parents Live, on fait du Made in Parents. Et du coup, si vous voulez nous soumettre une vidéo, un podcast ou un article qui parle d'une initiative qui est menée par des parents, qui vous paraît intéressante, qu'on peut facilement reproduire, vous nous la soumettez et puis nous, on la met en ligne sur le site. Et puis enfin, la troisième chose qu'on a développée sur ce site-là, c'est ce qu'on a appelé le kit de survie parentale. Et ça, c'est un petit peu indigeste, mais c'est quand même hyper intéressant, dans le sens où ça rassemble par thématique des articles, des ouvrages, des sites, des revues, des podcasts et des adresses pour trouver du soutien. Et puis cet espace-là, comme tout le reste du site, il est collaboratif, donc n'hésitez pas vraiment à nous transmettre vos idées et vos bons plans pour compléter en fait chacune des thématiques. Et puis, je vais lancer du coup ce que va dire Greg, mais il y a une page qui est dédiée à la question de la paternité et de l'exposition La Place des Pères, où pareil, on met en ligne des contenus qui sont créés par Parents Live, mais pas que, autour de la parentalité, parce qu'on a envie de la questionner avec vous, cette paternité. L'exposition La Place des Pères, elle est à visiter à la Cité des Familles de la Cave de l'Isère jusqu'au 30 juin. Le travail, c'est vraiment le point de départ d'une réflexion au long cours autour de la paternité qui ambitionne de réunir parents, professionnels du social et du médical, ainsi que les entreprises autour des enjeux de coparentalité et d'égalité. Dans ce cadre, nous invitons toutes les personnes intéressées par ce sujet à nous contacter. Parentslive.fr, les amis. Parentslive.fr@gmail.com, c'est ça là. Je croyais que tout allait être dispo sur le site, c'est pour ça. Non, il y a un onglet contact sur le site, peut-être. Ouais, on y a pensé. Ouais, c'est mieux. Ça fait 6 mois qu'on y travaille, on y a pensé. C'est bien. Et puis, on va déjà commencer à penser à la saison 3. Oui. Donc, si vous avez des propositions de sujets, si vous avez des commentaires ou des critiques pour améliorer l'émission, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler ou à nous rencontrer. C'est avec plaisir qu'on vous écoutera et qu'on fera évoluer ce programme avec vous. Et n'hésitez pas aussi sur le Facebook de la radio, vous laissez un message, vous dites pour l'émission Parents Live, je vois telle idée.
Voilà, on bosse ensemble, donc vous inquiétez pas, le relais sera bien fait. Nous vous rappelons les 2 temps en visio organisés par la CAF de l'Isère dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, autour du deuil périnatal avec le film Et je choisis de vivre, pardon. Flo vous en a parlé tout à l'heure. C'est donc demain entre 18h et 20h. La conférence débat avec Patrick Bensoussan, les pères sont-ils des mères comme les autres? Ça, ce sera vendredi entre 18h et 20h. Les inscriptions, elles, se font en ligne sur cafisère.fr, les amis. Ouais, je remettrai sur le Facebook le petit formulaire d'inscription. Allez, avec plaisir. Ça y est, Flo, c'est le moment de se dire au revoir. Ouais. Hein Pour presque 2 mois et demi. 2 mois et demi, on va revenir en septembre, hein, j'espère. On est toujours motivés, toujours en duo. Ouais, mais je peux même vous dire de quoi on va parler. Ah, allez, petite surprise. Alors, ce sera « C'est quoi ton genre de parent ?» Et on va parler d'éducation égalitaire et comment notre genre, donc masculin ou féminin, femme ou homme, induit dans notre parentalité, comment on éduque nos enfants, garçons et filles. Et puis, on aura avec nous pour en parler, notamment des personnes de la Maison de l'égalité femmes-hommes des Chirolles. Et puis vous, bien sûr, hein, on a fait un appel à témoignage sur Facebook sur cette question-là. N'hésitez pas à y répondre, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on espère qu'on aura plein de choses à se dire sur ce sujet qui, moi, me passionne. On vous souhaite un superbe été. Flo, je te souhaite un bel été. Beaucoup de belles choses à venir pour toi et ta famille. Ouais, des projets un peu fous. Et puis sortez vos tongs. Hein. C'est ce qu'on s'est dit, c'est le moment. C'est clair, là, c'est l'heure. Allez, tongs maillot pour tout le monde. et puis allez au bar ce soir. Hein. Oh là, bah tiens. Jusqu'à 23h. Vous pouvez maintenant. même avec les poussettes, ça passe. Ça passe. Merci Flo. Je te dis à la saison prochaine à l'antenne. Et puis de toute façon, on va se revoir d'ici là. Ciao. Ciao tout le monde. News FM, numéro 1 sur Grenoble. Alors, monte le son.